Alors, désolée pour ces petits contretemps. On va commencer. Donc moi, je m'appelle Florence Benoît-Moreau et je suis donc la responsable de ce qu'on appelle le GFR, le département marketing et stratégie, et donc responsable du master, donc M1, M2, et je coordonne l'intégralité des parcours et puis du M1. Alors, donc, Master Marketing et Stratégie, bienvenue à tous. Je vais vous présenter un petit peu dans les grandes lignes. Alors, vous qui êtes aujourd'hui en L3, quelque part, quel est le sujet, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est essentiellement de savoir si vous voulez faire du marketing et communication ou non. Je dirais le reste, les parcours, les modalités, est-ce qu'il y a de l'apprentissage, pas d'apprentissage, etc. Ça se dessinera un petit peu au fil du temps. Par contre, effectivement, là c'est important, vous allez choisir des grandes voies, mais pour moi c'est vraiment choisir à ce stade des grandes voies. Donc ne vous perdez pas trop dans les détails, mais dites-vous, voilà, est-ce que a priori c'est vraiment des métiers que je veux exercer ? Sachant que ce sont des métiers qui sont en train de beaucoup évoluer. Alors déjà, parfois, à Dauphine, on a un petit peu peut-être le préjugé que en marketing, nous, on les entend un peu, ces préjugés-là, en L3, qui disent, ouais, non, mais marketing, de toute façon, il y a moins de boulot qu'en finance, qu'en contrôle de gestion, etc. Ce qui n'est pas vrai, en fait, vous allez voir, le taux d'emploi, il est très élevé. Et je dirais même que c'est des métiers là qui sont extrêmement renouvelés par tout ce qui est digital, puisque c'est tous les métiers de la relation client, chef de projet digital, des métiers dans la data mais appliqués finalement aux clients, à la stratégie marketing, qui sont vraiment en train de se développer. Donc en fait, il y a beaucoup de demandes. D'ailleurs, ces métiers-là, digital, data, etc., au fond, il y a plusieurs voies pour y aller en général, si vous faites de la stratégie, etc., parce qu'on cherche avant tout, on a un manque de compétences, donc quelqu'un qui est bien formé, qui a une bonne formation à Dauphine, je dirais quel que soit le master, mais bon, après, si vraiment vous, c'est cette clé d'entrée par le client, par le consommateur, etc., qui vous intéresse, c'est plutôt intéressant de venir dans le marketing et la stratégie. Donc vous voyez que les métiers qui sont émergents, et oui, il y a vraiment, pareil, là je pense qu'il faut sortir d'une croyance, on dit l'emploi des jeunes c'est difficile et tout, ça dépend vraiment des catégories de jeunes. Et pour les formations en gestion qui sont en plus de bons niveaux, comme à Dauphine, réputées, etc., le marché en fait de l'emploi est très tendu sur les juniors, et les entreprises ont beaucoup de mal à recruter dans, vous voyez, à peu près tous ces domaines, data, expérience client, quand même tout ce qui est marketing, R&D, innovation, communication, social media, le développement web, évidemment toujours les métiers commerciaux, ça a toujours à peu près, alors c'est pas émergent, mais de fait c'est encore pas mal renouvelé. Alors qu'est-ce qui fait ensuite? C'est des métiers pour qui? Je pense que c'est en gestion, c'est un des rares métiers, je dirais même c'est à peu près le seul métier où il y a vraiment une dimension créative assez forte. Et il y a une dimension, je dirais, de sciences humaines et de compréhension de la société, du consommateur, donc de vraiment comprendre les nouvelles tendances, etc., qui est très forte. Donc voilà, je pense que c'est la différence sans doute avec, il y a beaucoup de métiers très intéressants en contrôle de gestion, etc., mais dans ce cas-là, vous n'allez pas créer un produit, créer une nouvelle communication, créer un nouveau site web pour essayer de comprendre, vraiment rentrer, comme on dit, en empathie, en design thinking avec des clients pour ensuite proposer une stratégie. Donc, pour le coup, on a quand même un gradient de métiers. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus du côté de l'analyse, data analyst, etc., qui sont vraiment des métiers du chiffre, où on aime bien, alors c'est du chiffre appliqué au business, donc l'idée c'est évidemment de développer sa clientèle ou développer son entreprise, et jusqu'à des métiers, alors c'est un métier, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais dans les agences de communication, il y a des gens qu'on appelle les planeurs stratégiques. Le planning stratégique, c'est quoi? C'est toutes ces personnes qui, en amont même, en fait, des briefs des clients, donc en amont vraiment des sujets précis sur lesquels ils vont travaillent sur tout ce qui est tendance de consommation, vont faire justement des grandes présentations pour essayer d'aller chercher les messages ou les tendances consommateurs qui vont permettre à leurs clients peut-être de mieux vendre, de mieux s'ajuster en fait à cette demande. Et là, c'est des métiers, alors là pour le coup, c'est des métiers où on est plutôt dans l'idée, dans la compréhension. Souvent, on aime bien des gens qui font de la sociologie, en tout cas qui sont vraiment en fit avec la société. Donc voilà, métier à la fois qui peut tout autant être du chiffre, mais aussi un métier créatif. Ça peut être une clé de discernement, d'ailleurs, de se dire, oui, j'ai quand même vraiment... Moi, j'aime bien tout ce qui est, tendance dans les médias, j'aime bien tout ce qui touche vraiment aux consommateurs, aux nouvelles tendances de la société, et c'est pour ça que je veux faire du marketing. Alors ça, c'est le premier point qui est très discriminant. Après, l'organisation et le contenu de la formation, qu'est-ce qui se passe? Si on est un peu plus précis, et combien on est, en fait? Alors, vous voyez qu'en M1, vous allez voir, il n'y a pas de il y a un choix à faire entre apprentissage ou initial, mais en revanche, c'est la même maquette. Donc, c'est la même structuration des cours.
Et vous avez en tout environ, on va dire, 170, enfin un peu moins, je dirais, parce qu'on a à peu près plutôt cette année 130 étudiants en initiale, 30 étudiants en apprentissage, donc 160 étudiants. Donc c'est quand même un des gros masters à Dauphine. Hein. On est plus petit que finance, etc. Mais c'est quand même une des voies importantes, parce qu'elle débouche, il y a beaucoup de débouchés quand même qui vont derrière. Alors, par contre, il y a une grosse asymétrie, vous avez vu, en M1 initial, on a évidemment une grosse volumétrie d'étudiants et très peu en M1 apprentissage. Il n'y a qu'une classe, 30 étudiants, donc c'est relativement limité. Ce qui veut dire que, alors vous allez voir, après je vais vous l'expliquer, c'est un même choix. Vous allez cocher en premier choix, par exemple, marketing et stratégie, et il y aura une petite case qui vous dira est-ce que votre préférence va à l'apprentissage? Vous la cochez ou pas? Vous avez évidemment l'apprentissage, c'est du coup très sélectif. Il y a notamment une contrainte en apprentissage, c'est qu'idéalement, il faut déjà avoir une expérience, alors ça peut être un stage, mais un stage un petit peu significatif. Si vous n'êtes pas du tout dégrossi, disons, il y a peu de chances que vous soyez pris, mais pour la bonne raison que vous aurez plus de risques de ne pas trouver directement un apprentissage, en fait. Ça va être dur de trouver pour 2 ans, donc maintenant on signe vraiment pour 2 ans. Et puis, par ailleurs, souvent, ça se traduit par peut-être une maturité ou une organisation un peu différente. Bon, ça peut arriver qu'on prenne études, mais c'est quand même assez rare. Comme il n'y en a que 30, par définition, c'est quand même plutôt des personnes qui ont déjà... Alors, parfois, ils étaient en L3 apprentissage, parfois, ils ont... Voilà, ne serait-ce qu'un stage ou un petit job à côté, mais qui est finalement suffisamment significatif pour rendre la personne directement opérationnelle et surtout convaincante. Finalement, même en entretien, ça se ressent. Mais ça n'empêche que de toute façon, voilà, c'est pas dramatique. Si vous n'allez pas en apprentissage et que vous voulez vraiment faire du marketing, vous commencerez par l'initial. Ce qui vous permettra d'ailleurs, si vous êtes en M1 initial, de faire une césure. Donc voilà, tous nos étudiants en initial partent en césure, ce qui est absolument essentiel. C'est pas du tout une année perdue, en fait. Ça vous fait gagner du temps en général sur la recherche d'emploi, ça de manière sûre, mais surtout, ça fait, voilà, en général en césure, les étudiants font entre, je dirais, 2 à même 3 expériences. Différentes, ce qui fait que si vous ne savez pas trop, est-ce que je veux travailler, je sais pas, dans les médias, vous allez travailler chez la régie publicitaire de TF1, et puis à côté de ça, dans un grand groupe, vous allez travailler, je sais pas, au Club Méditerranée, au marketing. Vous allez vraiment essayer de faire, parfois même 2 écosystèmes de métiers vraiment différents dans le marketing, peut-être une fois dans les études ou dans la publicité, puis l'autre plutôt en tant que chef de produit, donc dans une entreprise, à piloter une gamme de produits dans l'entreprise. Voilà. Et donc, ça, vraiment, souvent, ça, vous sortez assez métamorphosé, je dois bien dire. En M2, vous êtes beaucoup plus pro au sens, voilà, avec une casquette, une facette professionnelle beaucoup plus forte. Et puis surtout, beaucoup plus prêt à choisir, en fait, et à vous dire, voilà quel est mon projet, je suis proactif dans ce projet, je choisis la maquette quelque part en M2 qui me convient le mieux. Donc, vous devenez proactif, en fait. C'est au double sens de pro, on va dire. Donc, ce n'est pas du tout un temps perdu. Alors, les étudiants qui sont en M1 apprentissage, quelque part, cette facette entreprise, ils l'ont par le contrat d'apprentissage. Mais malheureusement, eux, ils ne peuvent pas interrompre. Maintenant, la loi impose qu'on enchaîne directement en M2 apprentissage dans la même entreprise. Donc, ça réduit un petit peu le champ des possibles. Et on ne peut pas faire de césure. Alors, c'est à la fois bien, hein, on a un parcours professionnalisant sur 2 ans, ça va plus vite, etc. Bon, il faut être organisé, vraiment bosseur, parce que ça veut dire qu'on a vraiment une double vie entreprise et études avec exactement la même maquette. Et on enchaîne directement. Alors, si vous étiez en initiale, vous avez une deuxième chance d'ailleurs, un atout, c'est qu'après votre césure, vous avez le choix entre les 6 parcours. Alors que les M1 apprentissage, ils sont obligés de continuer forcément dans l'un des parcours en apprentissage. Or, sur nos 6 parcours, on a 3 parcours en apprentissage et on en a 3 qui sont en initiale. Donc en fait, vous voyez bien, hein, les rouges, ils restent dans les rouges, alors que quand vous avez commencé en M1 violet, là, vous avez de manière ouverte les 6 parcours. Et donc les 6 parcours, on a à peu près à nouveau, là, vous voyez, même en effectif, on a à peu près 180 places, on va dire, avec 6 parcours derrière. Alors pour l'instant, ça va vous paraître du jargon, ça ne va pas vous paraître clair. Je vais vous dire les en tête et après on verra en quelques mots ce que ça recouvre. Mais de toute façon, je dirais... C'est un peu tôt presque pour se poser la question. Alors, sauf si effectivement vous entrez en M1 apprentissage, parce que là, il faudra déjà un petit peu, évidemment, savoir dans quel M2 vous tournerez. Si vous rentrez en M1 initial, vous aurez largement le temps. Ça n'est qu'au milieu de la césure que vous ferez le choix du parcours. Alors, juste pour décrire ces parcours, je reviendrai après sur le contenu, mais vous voyez qu'on a fait ces parcours de telle sorte qu'il y ait quand même un certain choix. On va couvrir des métiers, des thématiques ou des secteurs un peu différents. Tous forment au marketing. C'est-à-dire là, l'autre jour, je faisais une analyse un peu. Il y a quand même des métiers qu'on retrouve dans tous, notamment ceux qui sont consultants, digital, data et tout. Ils peuvent venir d'à peu près n'importe quel parcours. Donc, c'est pas si
discriminants. Ceci dit, vous voyez qu'il y a des parcours en apprentissage, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des parcours qui vont être très professionnalisants, où c'est vraiment quasiment que des projets. Il y a le 206, c'est Learning by Doing, donc ils fonctionnent qu'en mode projet. Ils font des voyages, etc. Alors que le parcours qui est plutôt conseil et recherche, lui, il est très méthodo axé à la base sur la pédagogie par la recherche. Donc vous voyez, il y a des partis pris pédagogiques qui sont différents. Donc assez vite, il y en a qui vont vous tenter, d'autres moins. Pour autant, d'ailleurs, ça ne fermera pas tellement de portes en termes de métier. Il y en a qui sont un peu plus, qui ont des affinités avec tel ou tel métier, donc c'est plus facile ensuite d'aller dans tel ou tel métier. Mais pour autant, aucun ne vous ferme vraiment. Donc voilà, à ce stade, je dirais, en entrant en M1, hormis, je vous dis, ceux qui vont postuler en apprentissage, si vous ne savez pas quel parcours vous allez faire, pas de stress. Ça viendra après. Je reviendrai sur chacun des parcours, mais je vais quand même revenir en amont sur le M1 quand même. Alors, avant tout, évidemment, on est tout un département d'enseignants-chercheurs. Et dans notre département, d'ailleurs, on a Isabelle Huot, alors qui en ce moment n'est plus beaucoup là, parce que c'est la présidente de l'université. Enfin, elle est là, mais elle n'est pas dans notre couloir. Alors, je reviens un peu sur le M1. Qu'est-ce qu'on apprend en M1? Donc, comme je vous dis, là, pour le coup, j'ai mis ensemble, parce que c'est la même. Là, on a défini une maquette qui, en gros, vous apporte les fondamentaux en marketing. Alors, ceux qui ont déjà suivi une UE, une unité de marketing, vous allez voir un petit peu à quoi ça correspond, parce que ça va vous dire un peu quelque chose, enfin j'espère, mais ça sera peut-être encore peut-être un peu quand même chinois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez étudier le comportement du consommateur. Ouais, c'est une des disciplines. Vous allez parler de stratégie et innovation. Vous allez parler évidemment, vous renforcer en méthodo, donc tout ce qui est études et recherche. Ça sert essentiellement aux études de marché. Donc, est-ce que c'est qu'une étude qualitative, quantitative? Comment on mène une expérimentation? Vous allez parler également de retail management, donc ça c'est tout ce qui est lié à la distribution. Vous allez faire un cours de business analytics, donc là, aborder plus la notion de données, comment on traite les données, quels sont les outils de data visualisation, qu'est-ce qui évolue aujourd'hui dans ces domaines-là. Vous aurez un cours de customer management, donc là c'est vraiment tout ce qui est gestion de la relation client. Et puis bien sûr, il y a quand même quelques options que vous allez choisir. Voilà, histoire du marketing, organisation et stratégie, marketing B2B, langue, il y a sport. Puis peut-être quand même, on va élargir un peu. A priori, on proposera le MOOC, sans doute, sur le développement durable. Voilà, si on en ouvre, ce sera plutôt en ouverture, disons, pour sortir un petit peu du marketing et voir autre chose. Voilà, et OS2, vous voyez, communication, évidemment, un cours de communication, un cours de statistique, des cours de chef de produit, de stratégie de marque, marketing digital, éthique et responsabilité sociale des marchés et des organisations, et pareil, quelques U optionnels, et sans surprise, un mémoire de recherche. Alors, ce qui change quand même en M1 par rapport au L3, à la L3 gestion sans doute que vous connaissez, c'est qu'on commence à être, alors non seulement on est un peu plus spécialisé, ça vous le voyez, donc si ça vous plaît, ça tombe bien. Et puis on a une pédagogie qui est beaucoup plus appliquée. Vous allez voir quasiment systématiquement dans les cours, il y a des intervenants extérieurs. Il y a même quelques cours qui sont donnés par le cours par exemple de marketing digital, il est donné entièrement il est coordonné par Mille Merci, qui est une entreprise, et c'est eux qui coordonnent tout le cours avec leurs propres intervenants. Donc là, vous voyez, des cours qui sont vraiment délégués à des professionnels. Il y a le cours de marketing B2B aussi, c'est un professionnel qui vient vraiment donner le cours. Et puis par ailleurs, on a une pédagogie avec des challenges. Donc challenge, c'est en gros un brief d'une entreprise extérieure. Donc typiquement chaque année, il y a Auchan qui le renouvelle. Auchan Vélizy avait commencé à lancer cette idée de challenge, vous voyez. Puis en 2018, ils ont réfléchi aux services et aux produits à proposer aux personnes qui travaillaient autour de Vélizy. Donc qu'est-ce qu'on fait comme service? Auchan Vélizy, c'est un des énormes Auchan. Et puis surtout, il est assez pilote en fait. Il a un directeur qui est très innovant, très entreprenant. Et donc, vous voyez, ça mène, ce qui est très sympa, c'est qu'évidemment, ça amène à une forme de sélection. Il y a des groupes, à la fin, il y a des groupes qui arrivent en finale, qui vont présenter évidemment aux acteurs d'Auchan. Voilà. Et ça, on a ça, là, je l'ai décliné pour Auchan dans le cours de retail. Mais en fait, cette pédagogie par les challenges, on l'a dans beaucoup d'UE. On l'a aussi en marketing des organisations non marchandes. Ils ont déjà travaillé pour Emmaüs, pour les apprentis d'Auteuil, en communication. Récemment, l'an dernier, c'était sur Célio. Avant, c'était sur une association, J'accède, là, qui est une association qui aide les personnes handicapées, qui promeut en fait des meilleurs aménagements en fait de l'espace pour ces personnes. Nivea, Michel Augustin, en stratégie de marque. Alors, là, ça va changer, mais en fait, on a jusqu'à cette année, on avait un projet qui s'appelle le L'Oréal Brainstorm. Là aussi, c'est un challenge. Alors ça, c'est un challenge international. L'Oréal le déploie partout dans les universités et business schools dans le monde entier.
et avec un sujet à chaque fois. C'est hyper bien monté parce que voilà, c'est la L'Oréal avec des vraies données, des données d'études, etc. qui font. Donc vous voyez, là pour le coup, ça change. Vous travaillez beaucoup plus quand même en petits groupes. Hein, c'est moins des travaux individuels. Il y a peut-être un peu moins d'ailleurs de partiels finaux parfois. Enfin, il y en a aussi sur certaines matières, mais il y a aussi plus de challenge. Donc la pédagogie, voilà, commence à évoluer en M1, en M2 encore plus, à vrai dire. En M2, ça devient très, très, très professionnalisant. Alors, les césures. Où font nos étudiants, où font-ils leurs césures? Alors, j'ai pris un petit florilège pour vous montrer qu'ils trouvent. Alors, ils trouvent quand même relativement facilement, parce que l'étudiant dauphinois en général est quand même assez bien apprécié. Puis je dirais maintenant, il y a un peu une chaîne finalement, un maître de stage qui est très content, il dit souvent aux stagiaires, bon, t'as pas des gens de ta formation là qui pourraient venir dans mon stage. Donc ça se passe de bouche à oreille assez facilement. Bon, après, si vous voulez un autre secteur, de toute façon, on vous apprend, vous avez un petit séminaire de coaching où on vous apprend à faire votre CV, mais surtout à faire ce qu'on appelle votre bande-annonce, c'est-à-dire la petite minute où on se présente et on essaie vraiment d'exposer ses motivations. On vous apprend à chercher des contacts sur LinkedIn pour aller envoyer son CV, etc. Alors, chez qui ils sont? Là, j'ai fait exprès de mettre un certain nombre de grands groupes auxquels on s'attend, la Grande Conso, Nestlé, L'Oréal, PSA, etc. Un peu dans le luxe quand même, Hermès, sachant qu'après, on a un des parcours qui est vraiment spécialisé dans le luxe. Le tourisme, Accor Hôtel, on en a là chaque année, c'est des grands groupes, Club Med aussi. Intermarché, Le Coq Sportif, Microsoft, Ubisoft, donc dans les jeux. Des organisations qui sont plus culturelles, on va dire, ou l'édition, Hachette Livre, le Muséum national d'histoire naturelle. BETC, Canal+, Régie, là on est plutôt dans la communication, donc soit dans les régies des médias, soit dans les agences. Et on a même aujourd'hui des plus petites entreprises qui sont des entreprises plutôt de la nouvelle économie, Frishti, Altermundi, Sarenza.com, qui a été racheté par Monoprix entre-temps, d'ailleurs, KissKissBankBank. Donc voilà, pour vous dire qu'on peut brasser vraiment des sujets. En fait, il faut bien vous dire que les débouchés marketing, il y en a vraiment partout, dans tous les secteurs. C'est quelque chose qui, alors c'est plus ou moins prégnant, mais dans la plupart des secteurs, vous allez avoir des secteurs qui soient matures ou au contraire très récents, plutôt entre guillemets start-up ou licorne, les entreprises en développement. Voilà, il y a des sujets et des enjeux assez importants. Alors, une fois que vous avez fait votre césure, donc souvent sous la forme plutôt de 2 stages ou 2 stages, un voyage, en général c'est un peu organisé comme ça. Donc je vous l'ai dit, en milieu de césure, en fait, vous allez choisir un des parcours. Alors, je vais vous dire un petit mot, vous voulez, sur chacun des parcours. À nouveau, vous ne stressez pas, je pense que vous n'allez pas tout retenir. Alors, ça sera plus important pour quand même, il y aura sûrement des questions pour ceux qui veulent vraiment postuler en apprentissage et qui ont déjà un peu le dossier en conséquence. Eux, c'est un peu plus anglais. Mais voilà, pour les autres, ça reste ouvert. Alors, on a un premier parcours qui s'appelle, donc je vais commencer par celui-ci, de gauche à droite, le parcours conseil et recherche. Alors, conseil et recherche, lui, il est donc en formation initiale et avec une pédagogie qui reste finalement, c'est vrai, assez universitaire. Parce que l'idée, c'est vraiment... Alors, en général, ceux qui ont vraiment très envie de le faire, c'est ceux qui ont bien aimé creuser des sujets, qui ont bien aimé leur mémoire de recherche. Donc, il y a bien cette pédagogie plus par la recherche, sachant qu'ils ont développé maintenant une facette très importante dans tout ce qui est conseil. Donc, en fait, il y a dans l'année, c'est peut-être celui aussi, je dirais, qui a le plus de stratégie, et un peu moins de marketing finalement, et un peu plus de stratégie dans son contenu. Notamment data, etc. Et la stratégie qui fait qu'ils ont, je crois, 2 ou 3 challenges qui sont vraiment spécifiques avec des entreprises de conseil. Ce qui s'est passé sur la promo de l'an dernier, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé leur job avant même d'avoir... parfois même, ils n'ont pas eu à faire de stage, parce que le job a évidemment validé le stage, et ils ont trouvé des stages beaucoup dans des boîtes de consultants. Donc ceux qui ont envie d'être un peu sur une vision peut-être encore un peu plus théorique et méthodologique, avec un peu plus de stratégie, c'est plus pour eux. Alors, le deuxième, c'était le master, on a dit 200, alors 204, on utilise les noms ou pas, celui qui s'appelle chef de produit études, le parcours chef de produit études. Alors, c'est un des premiers historiquement, en fait, parce que historiquement, le métier de marketeur, c'était essentiellement chef de produit. On était responsable d'une gamme de produits et on gère à la fois l'innovation produit, la communication, la distribution, le pricing, la promo, etc. Aujourd'hui, en fait, ce métier cœur, il existe toujours, mais il s'est quand même assez élargi, étendu, parce que les compétences, il y a des spécialisations dans la relation client, des spécialisations dans le e-commerce. Donc les métiers sont un peu atomisés, mais ça reste un peu le métier cœur. Donc il y a plus de 40 ans, donc historiquement, c'est le plus ancien.
Et lui, il vise à avoir, pourquoi il s'appelle chef de produit et études, il vise à avoir une sorte quand même de double compétence, où on est à la fois le chef de produit, donc quelque part le marketeur généraliste, et études de marché, ça veut dire qu'il a maintenant tout un gros bloc qui est plutôt études et data d'ailleurs, hein, où ils vont même apprendre un peu à coder avec du R pour traiter des données. L'an dernier, ils avaient des données de Lacoste. L'année d'avant, c'était des données de M6. Donc, l'idée, c'est pas juste de faire des stats pour des stats. Vous aidez quelqu'un qui, lui, est en train de bâtir une stratégie client. Donc, en fait, on est plutôt dans un raisonnement business, mais on s'appuie sur de l'analyse de données. Donc, vous voyez, il a un peu, alors, il a un petit peu ça en commun avec le 102, vous voyez, avec celui qu'on a vu avant, hein, études et recherches, c'est qu'il a cette focale où il y a beaucoup de méthodos et on maîtrise bien les données, peut-être le plus quantitatif, sauf que lui, il a un peu moins une pédagogie par la recherche. Il va avoir une pédagogie avec des professionnels, voilà, une facette chef de produit qui est plus forte, et une facette très marketing, moins stratégie. Le troisième, qui est en initial, il s'appelle le parcours distribution relation client. Alors lui, il a une pédagogie très particulière où c'est vraiment quasiment que par projet, des projets de groupe, avec beaucoup de missions, même ils partent à l'étranger. Alors, ils bossent quelque part beaucoup parce que ils arrivent, même leur association arrive à vendre des sortes de missions de conseil qui leur permettent justement de partir étudier dans tel ou tel pays, je sais pas, les circuits de distribution. L'an dernier, ils sont allés en Pologne, à Copenhague, voilà, ils sont partis par sous-groupe. Et c'est eux qui ont vraiment cette clé pédagogique, si vous voulez, ce parti pris du learning by doing. Donc, ils sont beaucoup par sous-groupe sur des projets, un projet e-commerce. Ils ont un projet sur les SCOPS, là c'est un laboratoire d'innovation commerciale. Donc c'est eux qui vont dénicher les nouvelles tendances. Et puis il y a un grand show, c'est dans cette salle là, où alors pour le coup l'amphi est plein et où ils parlent justement d'innovation dans le commerce, le e-commerce. Alors distribution, ça fait toujours un peu peur, on se dit je vais atterrir chez Carrefour. Il y en a quelques-uns qui font, alors en général ils arrivent dans ce qu'on appelle le graduate programme de Carrefour. Vous savez, ces programmes qui ont été faits pour attirer les jeunes diplômés où tous les ans on change de job. Mais l'essentiel ne bosse pas chez Carrefour, ils bossent quand même finalement plutôt dans le e-commerce, dans des startups, mais sur des logiques de projets, de relations clients, de CRM, d'e-commerce, etc. Alors après, on arrive dans les 3 parcours. Je vais dire un mot sur chacun des 3 parcours qui, eux, sont en apprentissage. Donc, ils sont ouverts à ceux notamment qui font le M1 apprentissage. Il y en a un, finalement, c'est simple en termes de positionnement. Il s'appelle Luxury Management, donc management du luxe. Alors lui, en soi, il a vraiment cette focale sectorielle. C'est-à-dire qu'on estime que pour entrer dans le luxe, et c'est vrai quand même, hein, les grands groupes de luxe qui se portent très bien, il faut bien le dire. Vous avez sans doute entendu hier hein, que Bernard Arnault avait annoncé, donc LVMH a annoncé le rachat de Tiffany pour 10 milliards d'euros, ou dollars, tiens, je ne sais plus. Donc c'est vraiment un secteur qui se porte bien, qui est très développé en France et qui permet d'ailleurs des carrières à l'international, mais qui demande des codes. Il y a un peu des spécificités, il faut bien connaître la culture, le retail dans le luxe, c'est quelque chose d'assez particulier, hein, les points de vente et tout. Donc d'où cette formation qui est en apprentissage, ce qui permet évidemment d'aller décrocher un apprentissage dans une entreprise de luxe et d'y passer évidemment l'essentiel de son temps et de venir un jour par semaine. Enfin, le rythme a un peu bougé. Enfin, le rythme, en gros, il y a une période où ils sont 2 jours à Dauphine et puis après, ils sont en permanence. Ils sont 3 jours en entreprise et puis après, il y a une période où ils sont à 6 mois d'affilée dans l'entreprise. Donc, ça permet de s'acculturer, en fait. S'acculturer, de développer des connaissances qui sont un petit peu plus spécifiques à celles de l'univers du luxe. On a ensuite en apprentissage également un parcours qui s'appelle communication marketing. Alors lui aussi, finalement, on voit bien ce à quoi il va mener. Il va attirer d'ailleurs essentiellement les gens, enfin principalement, en tout cas ceux chez qui vraiment ils veulent absolument faire le 208, on va dire. C'est ceux qui veulent aller travailler en agence de communication, dans les médias. Mais il peut aussi attirer des gens qui veulent plutôt être chefs de produit, mais qui aiment bien tout ce qui est stratégie de communication. Ils veulent bien maîtriser les réseaux sociaux, l'achat média, voilà, des compétences un peu spécifiques qui sont plus des compétences de communicants. Mais bon, un chef de produit, on a besoin aussi. Donc celui qui a envie de se développer là-dessus, c'est très bien. Et voilà, à nouveau, il y a quand même potentiellement, il y a des gens qui font de la com. Dans nous, il y en a qui sont chez Chanel, qui sont chez Hermès, parce qu'ils n'ont pas forcément choisi de faire le parcours luxe, mais parce qu'ils ont un angle communication, ça peut intéresser aussi évidemment les entreprises. Et enfin, le dernier, alors qui est peut-être celui qui est un peu le plus généraliste, c'est Business Development Manager. Parce que lui, il a vraiment une dimension management qui est un peu plus forte. Historiquement, en fait, c'était un des parcours de ce qu'on appelait le master MEM, master en management. Mais à un moment, comme le MEM, ça n'existait que sous forme de M2 et qu'il a fallu
raccroché CM2 finalement à DM1, on a un petit peu saucissonné les choses. Celui-ci, il attire en général les étudiants qui veulent justement pas être que marketeurs, par contre qui sont très intéressés par les métiers à la frontière avec le commercial, les métiers justement de business development, quand vous êtes compte clé par exemple, hein, donc vous travaillez chez, j'en sais rien, chez Microsoft, hein, mais vous êtes surtout sur le développement commercial sur tel ou tel client. Par exemple, vous voulez développer les clients dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'enseignement supérieur, faire du business development, c'est évidemment bien comprendre les attentes de son client et bâtir une stratégie pour essayer de piloter de la croissance. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont en apprentissage dans des entreprises de nouvelles technologies. Je dirais, ce n'est pas les entreprises genre grande conso avec du marketing pur. C'est souvent des entreprises un peu soit high-tech, soit... Bon, mais ça ouvre aussi potentiellement à des secteurs assez variés. En soi, ce n'est pas clivant. Mais qu'est-ce qu'ils étudient? Ils étudient aussi, ils parlent de supply chain, donc ils parlent de gestion de projets interculturels. Ils vont s'ouvrir à ça parce que souvent, évidemment, quand vous faites du business development, potentiellement, c'est parce que vous allez ouvrir des filiales à l'international. Donc, vous voyez, c'est un contenu qui est un peu plus généraliste, un peu moins juste marketeur. Bon, voilà. Pour les UE en tant que tel, vous n'arriveriez pas je pense, à enregistrer l'intégralité des UE. Donc, l'idée, c'est juste de comprendre à peu près les débouchés, comprendre les enjeux de ce choix, les ouvertures que ça peut ouvrir, ça peut donner. Voilà. Et il y en a une partie dans ce parcours-là qui part à l'étranger, qui fait un trimestre, en fait, enfin un semestre à l'étranger. Donc, ils ont des partenariats qui peut être intéressant, ce qui ouvre une modalité nouvelle. Vous voyez qu'au-delà des débouchés, c'est aussi un peu les modalités pédagogiques qui changent. Apprentissage, pas apprentissage, est-ce que je peux aller à l'international ou pas? Quel est le type de pédagogie? Est-ce qu'elle est uniquement par projet avec des professionnels ou est-ce que c'est encore un peu plus académique avec de la méthodo, etc. Pour les jobs, vous voyez qu'en fait, taux d'accès au premier emploi, 98%. Enfin, ça veut rien dire, vous allez me dire, parce que c'est un délai, mais c'est sorti de l'étude Dauphine, 98%. L'étude, elle est menée en gros un an et demi, je crois. Après, ils sont interrogés 1 an et demi après leur diplomation. Durée moyenne d'accès au premier emploi en nombre de mois, on est à 2, mais en fait, il y en a même beaucoup, un certain nombre, c'est vraiment 1, voire moins en fait. Il y en a leur dernier stage, c'est finalement déjà une embauche, notamment dans tout, je vous disais, ce qui est conseil, data, projets digitaux, etc. Les salaires, alors les salaires, ils sont à peu près autour de 40-42 K euros. Ça dépend. Alors, la communication en général au début c'est un peu plus faible. Marketing et tout ce qui est business development c'est souvent plus élevé parce que vous avez en fait souvent vous avez une partie variable en fonction de vos résultats de business development, justement, est-ce que vous avez réussi à capter des nouveaux clients. Après les salaires, ils évoluent potentiellement assez vite. Il y a une vraie différence entre, si vous rentrez dans les grosses entreprises, vous rentrez chez Danone, chez L'Oréal, etc., en général, il y a des grilles de salaire. Donc finalement, vous montez, certes, vous commencez en général plus haut, vous êtes plutôt à 42, 45, mais vous allez monter un peu plus progressivement. Dans les agences, pour le coup, en général, les salaires d'embauche sont pas très bons. Mais alors, après, il y a une variance terrible entre ceux qui marchent très très bien et qui arrivent, souvent d'ailleurs qui changent d'agence. Donc, ils arrivent à monter, mais très 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 vite en salaire. Et dans toutes les statistiques qu'on a, bon, alors c'est que les gens n'ont pas fait d'erreur d'orientation, hein, mais l'adéquation entre le niveau d'emploi et le niveau de diplôme, il est fort, et surtout la satisfaction qu'on est, est-ce que vous êtes content de ce que vous faites et tout, quel que soit le parcours, là, moi je trouve que les résultats sont vraiment bons. Sur l'équilibre vie privée, vie pro, bon, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. Alors, un dernier mot sur le processus de sélection en tant que tel. Je pense qu'il est quand même relativement similaire à ceux de si vous êtes allé à d'autres présentations, hein, parce que des autres mentions en gestion, ça paraît hyper compliqué. Hein. En fait, c'est quand même pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est les mêmes dates. Les dates, elles sont harmonisées. Hein. Vous savez qu'entre le 27 février et le 24 mars, vous irez déposer votre dossier sur My Candidature, la nouvelle application, là. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre évidemment votre CV, il y a une lettre de motivation, il y a absolument toutes les notes. Bon, ça, je pense que la constitution du dossier elle est à peu près similaire à la plupart des autres masters de Dauphine. Donc rien de très surprenant. Alors, il va y avoir un petit peu deux temps, si vous voulez. En fait, nous, on va évidemment examiner les dossiers. Alors, on ne sait jamais quelle volumétrie on va avoir, etc. Donc, on sait qu'on a à peu près derrière, vous avez vu 30 places en apprentissage et puis environ 130 en fait en initial. Alors, pour les étudiants en apprentissage, en fait, on examine les dossiers et tous
passeront forcément un entretien, pour les raisons que vous évoquez. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est assez sélectif, et puis il faut qu'on soit sûr que vous trouviez un contrat de 2 ans, donc vous soyez un peu dans une posture déjà un petit peu adulte, organisée, enfin, il faut nous rassurer là-dessus, quoi, hein. Déjà un peu expérimenté, qui connaît les métiers, enfin, les métiers, pas forcément très bien, mais qui a une petite idée de ce qu'il veut faire, de quelle entreprise, etc. Donc il faut déjà être un petit peu avancé dans son processus de... Donc là, on est obligé de vous voir en entretien. Et en fonction de ça, bien sûr, on fait une liste principale et une liste complémentaire. Mais attention, ce qui est bien quand même, c'est que si vous n'êtes pas pris en apprentissage, on vous bascule de toute façon dans les tuyaux, on va dire, de l'initial. Donc en fait, on dira peut-être, la personne qui a examiné votre dossier, elle dira, bon, je pense que pour l'apprentissage, ça ira pas, mais par contre, la personne a l'air très bien pour de l'initial, voilà, il n'y a pas de raison majeure de ne pas la prendre, donc on la prend. Donc là-dessus, c'est rassurant. Pour le flux en initial, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une partie des étudiants, uniquement, là je ne parle pas des extérieurs, je parle uniquement pour les étudiants dauphinois, où on fait une admission directe. On vous met directement sur la liste principale. Vous avez une bonne scolarité à Dauphine jusqu'en L3. Voilà, on a quand même une grosse volumétrie. Vous étiez en L3 ici à Dauphine. On vous prend directement. Il y en a une partie, si on a un peu un doute, alors parfois on a eu des accidents, il faut l'indiquer d'ailleurs dans le dossier. Vous avez redoublé une année, alors il peut y avoir des vraies raisons, des raisons de santé, des raisons de, je sais pas, un deuil, etc. Bon, là il faut l'indiquer. Mais bon, voilà, parfois le dossier n'est pas top quand même. On ne va pas se mentir. Donc là, on vous voit en entretien et on voit quand même là, les motivations. Parce que le dossier ne peut ne pas avoir été top, mais vraiment, on se dit, bah non, c'est quand même une personnalité intéressante. Les matières où c'était pas bon, c'est les matières typiquement à Dauphine qui sont un peu difficiles. Hein, donc l'informatique, on voit parfois des bons vieux gadins, qui parfois ne sont pas forcément dérangeants. Si la personne, c'est pas parce qu'elle ne travaille pas, c'est parce qu'elle a été bosseuse, etc. Mais ce n'était pas son profil. Et elle est motivée surtout pour le marketing, elle a bien le profil. Donc on vous voit en entretien. Et puis, une fois qu'on a fait tout ce travail, d'un côté d'examen des dossiers, et puis pour une partie d'entre vous d'entretien, ça nous permet évidemment d'établir une liste principale. Cette liste principale, elle a aussi une liste complémentaire, ce qui fait que vous avez une réponse définitive le 26 mai. Mais comme vous le savez, les réponses définitives, dans chaque master, vous allez donner des réponses, ce qui fait qu'il y a des jeux de désistement. Parce que parfois, on vous a mis sur la liste principale, mais en fait, le marketing était votre deuxième choix. Donc, si le marketing était votre deuxième choix, évidemment, vous aviez un bon dossier, vous passez sur votre premier choix. Donc, ça fait évidemment remonter mécaniquement la liste d'attente très vite, puisque vous êtes obligé de saisir vos réponses, vous, si vous avez eu votre premier choix au 2 juin, ce qui fait que ça fait remonter mécaniquement au 2 juin. On commence à avoir une bonne vision de... a priori, les listes sont à peu près calées. Il y a toujours quelques désistements ou quelques personnes pas prises nulle part. Il y a toujours un petit peu de réajustement derrière, mais grosso modo, vous êtes fixé sur votre devenir. Alors, concernant d'ailleurs ces histoires de est-ce que je mets premier choix, deuxième choix, etc., il faut, pour le coup, ne pas commencer à bâtir des raisonnements à la noix en se disant oui, mais là, il y a plus de place, que machin. Si vous voulez vraiment faire marketing en premier, vous cochez marketing. Parce qu'après, on ne viendra pas vous repêcher si vous êtes presté deuxième choix. Enfin, on a eu ça quand même et on a été quand même assez sympa. Un cas, la première semaine, qui a commencé le master en RH, qui s'est dit non, mais en fait, ça ne va pas du tout. Mais c'est une personne qui avait longuement hésité. Donc jusqu'à la dernière minute, elle était là, choix 1, choix 2, choix 1, choix 2. Ça, c'est pas toujours évident. N'hésitez pas d'ailleurs à aller en parler si vous faites ces UE en ce moment, avec les enseignants qui vous donnent ces UE, même éventuellement en amont. Alors nous, on n'a pas toujours le temps si vous envoyez 50 000 mails, mais si vous êtes vraiment en ballottage sur 2, vous avez un bon dossier, vous êtes en ballottage en vous disant, mais vraiment, je sais pas, est-ce que je fais plutôt de la... Renseignez-vous beaucoup à l'extérieur avec des gens qui pratiquent les métiers. Ne vous fondez pas d'ailleurs que sur l'UE en tant que tel. Est-ce que vous avez apprécié ou pas? Normalement, ça vous ouvre un peu sur ces métiers. Mais entre l'enseignement et les métiers derrière, il peut y avoir un petit écart. Donc, essayez quand même dans votre entourage ou même de contacter un peu un ancien qui a l'air d'être dans un métier ou une entreprise qui vous plaît pour qu'il vous parle de son métier. N'hésitez quand même pas à nous envoyer un petit mail. Voilà, nous, on peut pas toujours... S'il est bien, si vous indiquez précisément pourquoi vous hésitez, etc., nous, on peut quand même vous aider. Vous faites un mail très clair qui explicite votre cas de conscience. On peut quand même vous aider. Parce que du coup, il faut vraiment, dans l'idéal, cocher des choix qui reflètent vraiment la réalité de vos préférences. Surtout que maintenant, voilà, comme vous cochez éventuellement choix 1 marketing, mais que c'est à l'intérieur, vous mettez si vous préférez l'apprentissage, il y a moins le côté où avant, on se disait, bon, je voudrais faire l'apprentissage, mais il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est vrai que c'est sélectif, donc il y avait peu de chances d'être pris. Ce qui fait qu'on basculait sur son deuxième choix, on ne savait pas trop. Là, c'est un seul et même choix. Ça simplifie un peu la donne.
Alors, faites juste attention, mais ça dépasse un peu le marketing. C'est sûr que si vous choisissez, c'est pour ça que c'est quand même important dans chacune des mentions de regarder quand même le nombre de places. Parce qu'il y a quand même l'an dernier des cas de figure un peu cornéliens de gens qui avaient plutôt un bon dossier, mais ils ont pris 3 choix de mention, enfin de master, où il y a 30, 40 places. Donc c'est un peu sélectif. Si vous avez, je dirais, si sur vos 3 choix, il y a une des grosses voies, qui est marketing, finance, etc., où il y a quand même beaucoup de places, normalement ça passe. Mais si vous êtes sur des tout petits flux, oui, là, ça vous peut être un petit peu embêté sur l'ensemble des 3. Cela dit, dans ce cas-là, et si vous avez vraiment un bon dossier, après, on s'en rend compte. Vous revenez vers nous, vers MSO, puis vous dites, mais c'est bizarre, j'ai été pris dans aucun truc, j'ai eu, je sais pas, 12 à peu près en moyenne en L1, L2, L3. Bon, là, c'est étonnant. Donc là, en général, évidemment, on en rediscute avec vous. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. En gros, c'est je dépose mon dossier. Là, la balle est dans notre camp. Il y a une partie qu'on va convoquer en entretien. Mais il y a vraiment au 26 mai que vous verrez vraiment la liste principale, la liste complémentaire. Vous saisissez votre réponse. Là, ça remonte quand même beaucoup parce que forcément, il y a l'histoire des vœux, hein, des 3 vœux. Et voilà. Et après, à ce moment-là, vous êtes définitivement classé. Alors, les critères de sélection, ils sont assez... je finis là-dessus. Hein. Alors, bien sûr, on regarde le parcours académique. C'est sûr que, voilà, si... nous, on connaît quand même bien les L1, L2, L3. Enfin, pour les Dauphinois, c'est facile. Pour les extérieurs, ça l'est un peu moins. Normalement, vous êtes ici ce soir, c'est surtout des Dauphinois qui sont là au rendez-vous de l'apprentissage. Donc, on va regarder ça. Mais on regarde aussi... Donc, on fait un peu un mix de tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un dossier, vous êtes à 11... Bon, voilà, ça ne sort pas du lot, mais par contre, vous avez été dans pas mal d'associations, vous étiez dynamique, on voit que, ou alors vous avez fait toute votre scolarité en travaillant un peu à côté, par exemple en L3, et donc vous avez déjà une expérience pro un petit peu, voilà, et puis on voit que vous saviez vous organiser, vous travailliez une journée, 2 jours par semaine, tout en étant en L3, etc. Faites vraiment très attention à votre CV. Moi, j'avoue que en général, j'essaie de télécharger tout le dossier, mais si je dois aller vite, on appuie évidemment sur le CV, parce que le CV résume un peu tout. Donc le CV, il faut vraiment bien le construire de manière très lisible, qu'on comprenne si vous êtes allé je sais pas, au Dauphine, Londres, à Madrid. Il faut qu'on comprenne bien ce que vous avez fait. Si vous avez été vraiment, je sais pas, major dans certaines matières, ou vraiment des yeux avec des points forts et tout, limite, il faut le mettre dans le CV, en fait. Il faut mettre tel projet qu'on voit bien. Toutes vos expériences, les petites expériences professionnelles, les expériences associatives, essayez d'être le plus précis possible. Si à côté vous avez un petit job dans une entreprise, bon, parfois on ne la connaît pas parce que c'est une petite entreprise ou une start-up, etc. Vous nous indiquez bien, soit le chiffre d'affaires, soit le nombre de personnes, ou vous indiquez précisément ce que vous avez fait. Peut-être si c'est vraiment significatif parce que vous travaillez, je sais pas, 1,5 journée par semaine dans cette entreprise, il faut vraiment l'indiquer. Pareil sur les responsabilités d'association. Donc faites vraiment ce travail très précisément pour qu'on ait le maximum d'informations qui soit convaincante. Pour les langues aussi. Alors voilà, on ne demande pas forcément le TOEFL, le TOEIC, parce que souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez être très bon à l'écrit et super bien cocher le TOEFL, et puis en entretien, la personne ne parle pas tellement. Ça se dégrossira après. En général, ça dégrossira dès que vous ferez un stage dans le pays. Hein. Mais ça veut dire que vous avez une bonne base grammaticale, mais pas forcément beaucoup pratiquée. Mais donc, on ne demande pas forcément ça. Mais cela dit, si vous avez fait des échanges ou des séjours assez longs à l'étranger, ou que vous avez quand même justement validé un de ces tests avec un bon score, mettez-le. Donc, mettez tout ce qui peut nous servir, mais vous voyez qu'évidemment, nous, c'est un peu, on a une démarche un peu globale. Est-ce que la personne, elle est organisée, bien structurée, motivée? Donc, vous pouvez aussi dire, si vous avez... c'est un peu peut-être le plus dur. La lettre de motivation est un peu plus dure, surtout si vous avez encore peu d'expérience pro, hein, ce qui est le cas pour beaucoup de Dauphinois en L3. Bon, on a vu le cours, en général, on a du mal à vraiment justifier. Donc plus vous êtes allé faire des petites recherches personnelles, si vous regardez des vidéos, des TEDx ou des vidéos des ressources sur, je sais pas, marketing, news, des thèmes, les associations, il y a quand même beaucoup de choses en ligne. Plus vous avez un peu poussé ça, mieux c'est. Voilà, et voilà donc mon contact. Et Valérie Carrel-Billard, elle est la coordinatrice de mention. C'est plutôt à elle que vous envoyez les questions en général, et puis moi, elle me les fait suivre quand elle se dit, bon, je ne sais pas trop répondre là. C'est un cas précis. Il y a toujours le cas un peu épineux. J'étais en échange. Alors, dans ces questions-là, je peux déjà presque, et puis après, peut-être si vous avez des questions d'ailleurs qui concernent tout le monde, vous allez me les poser. Mais typiquement, est-ce qu'il y a des prérequis, notamment, est-ce qu'il faut absolument avoir fait l'UE de marketing à Dauphine? Pas forcément, parce que vous êtes parfois en échange, hein, notamment au S2.
Bon, c'est pas dramatique. Dans l'idéal, quand même, il faut avoir suivi une UE de marketing. Sinon, on va avoir du mal à vous. Ça peut être à l'étranger, hein, ça peut être dans votre échange. Mais sinon, on va se dire, attends, il sort le truc du chapeau. C'est soit il n'aimait pas le reste, et donc il se dit que peut-être marketing, il va aimer. Mais c'est bizarre. Si vous n'avez pas coché, même en échange, cette UE, ou vous n'avez pas veillé à l'avoir le semestre où vous étiez à Dauphine, c'est un peu bizarre. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, mais c'est pas un prérequis. Et on regarde la note de marketing en particulier, mais pas que, en fait, on regarde plutôt un profil global. Donc voilà, on peut avoir eu, en général, il y a plusieurs projets, donc vous n'avez pas des notes catastrophiques. Mais précisément, les notes sont souvent assez homogènes en marketing, donc on regarde du coup aussi les autres matières, en fait, pour appréhender le parcours global. Est-ce qu'il y a des questions qui éventuellement peuvent intéresser tout le monde et du coup mériteraient d'être d'être posées pour pas que j'y réponde 10 fois? Ouais. Alors attendez, je viens parce que j'entends pas. Vous allez parler dans le micro. J'aimerais savoir quels sont les prérequis si on est en EIF. EIF, c'est quoi? Économie appliquée. EcoApp. Alors, il n'y a pas de prérequis, mais, et vous êtes tout à fait habilité à postuler, mais j'avoue qu'on a tendance à regarder quand même. Si on a vraiment trop de candidats, on regarde quand même, on se sent une obligation d'intégrer nécessairement nos L3 gestion, parce que quelque part à MSO, on nous dit... mais je dirais que si vous avez un bon dossier, etc., on a quand même toujours eu un peu des dauphinois et coop. Alors dans l'idéal, je dirais parce que la difficulté, c'est d'attester vraiment de votre profil, de votre motivation, alors que vous n'avez pas eu du tout de matière en gestion. Donc dans l'idéal, c'est pas mal. Même, c'est pas bête de suivre un MOOC, par exemple, sur le marketing, pour justifier, vous voyez, un cours en ligne ou une formation... d'aller là pour le coup vraiment se renseigner. En fait, votre petite barrière, elle sera là. C'est qu'on se dira, bon, comment elle connaît le marketing, qu'est-ce qui lui fait vraiment dire qu'elle veut faire ça? Peut-être que vous avez fait un petit stage ou que vous faites vous-même, je sais pas quoi, vous êtes graphiste et donc vous travaillez parfois pour le compte de... Voilà, là, il faut vraiment bétonner la dimension motivation. Et puis, bon, les notes, à la limite, c'est si vous avez un bon parcours dans votre... On sait que, voilà, c'est dur aussi ce que vous faites en éco-app, donc c'est que vous avez le potentiel intellectuel pour vous adapter. Donc les notes, voilà. Ça. Évidemment, si vous êtes à la fois dans des voies qu'on connaît moins en éco-app, que vous avez des notes un peu vraiment moyennes, et qu'en plus, on voit même pas la trace du marketing là-dedans, on va se dire, oula, il vient chez nous parce qu'il veut se récupérer quelque part, quoi. Vous voyez? Il faut qu'on comprenne bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous arrivez à la poser fort ou... Ah, et ça, vous pensez à quel diplôme? C'est parce que vous pensez à une voie en... Un Master of Science. Ah oui, du coup à l'étranger. Ah, en business school. Bah ça, j'aurais envie de dire, le dites pas. Non, le dites pas. Après, non mais de fait, on a un tout petit peu de gens qui partent. Et en fond, c'est normal parce qu'on ne couvre pas toute la palette en M2 non plus. On a parfois des gens qui vont, par exemple, l'Institut français de la mode. Bon, voilà, parce que nous, on n'a pas de formation. Voilà, on va en avoir peut-être une un peu plus développée. Mais on ne peut pas couvrir tous les secteurs. Là, une personne aussi, moi, j'avais encadré en mémoire, elle est allée dans une formation à l'agro, en développement durable. Elle voulait vraiment un truc très, très pointu en développement durable. Bon. Et elle a été très contente quand même d'avoir une formation marketing avant pour pas être... mais le dites pas, parce qu'au fond, c'est plutôt les... Enfin, voilà. Et d'ailleurs, peut-être que vous changerez d'avis, parce que vous vous direz, bah, finalement, non, j'ai découvert ça, ça me plaît bien. Il y a peut-être que je connais. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient... Ouais. Ouais. Ouais, alors surtout en M1, je dirais. Alors, vous étiez à Dauphine actuellement ou pas, vous? Ouais. Alors, à Dauphine, vous avez vu, en général, il y a quand même beaucoup de mobilité en L3. Je ne sais pas si vous êtes parti, je crois que le gros des troupes, c'est un peu plus en L3. En M1, nous, on en a encore. Donc, en fait, on a des étudiants qui nous quittent, en général, plutôt pour un seul semestre, par contre. Parce que pour l'année, c'est un peu dommage. Là, pour le coup, autant pas être... Enfin, voilà, vous êtes inscrit à Dauphine, mais vous n'y êtes pas de l'année, c'est un peu embêtant. Mais oui, sur un semestre, oui. Je vous dis, c'est une volumétrie un peu moins grande qu'en L3, donc l'idéal, c'est quand même d'être parti. Je pense qu'il y a plus d'opportunités avec les RI en L3, mais il y en a. Et en M2, en gros, il n'y en a plus, à part pour un des parcours, qui est donc Business Development, où eux, ils ont un trimestre en fait, à l'international, où même, je dirais, ils ont pour le coup vraiment ciblé des universités partenaires, donc c'est pas mal, parce que vous ne tombez pas dans
le pipe d'attribution des RI qui parfois est un peu aléatoire. Là, ça a été un peu vu, les maquettes ont été vues pour bien matcher. Voilà. Mais c'est vrai, un peu moins M2. Je dirais là, après, si on veut vraiment repartir en mobilité, il faut le faire en M1 parce qu'après, c'est un peu plus... il y aurait moins d'opportunités si on regarde tout simplement en nombre. Hein. Oui, il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent postuler quand même au M1 apprentissage, qui ont déjà le dossier, qui sont L3 apprentissage ou qui ont déjà un peu dossier un peu... Alors vous, voilà, il y a quand même un petit sujet quand même, c'est qu'il faut... Alors, je crois qu'on ne vous le demande pas sur le dossier, mais dès l'entretien, on va vous demander a priori vers quel M2 vous voulez aller. Parce que nous, on a besoin d'équilibrer. En grosso modo, il nous faut à peu près... entre 9 et 11 dans chacun des 3 parcours, parce que d'emblée, ça veut dire que c'est des gens qui vont arriver ensuite en M2, il faut qu'on pilote un peu cette volumétrie. Ce qui veut dire que dès aujourd'hui, enfin dès fin février, là, dès fin mars, au moment où vous... Enfin non, je vous dis c'est plutôt au moment de l'entretien, donc vous avez encore un peu le temps, mais il faut savoir si vous allez plutôt faire du luxe, bon ça en général on sait ça match ou ça match pas, de la communication ou plutôt du business development, qui est du coup un peu plus large. Donc là ça veut dire que pour le coup, là ça vaut le coup, je vous ai pas détaillé toutes les UE, ça vaut le coup quand même d'aller sur les sites pour regarder un petit peu les UE et se dire bon bah tiens ça correspond quand même plutôt mieux, voilà. Sachant qu'en entretien, souvent on vous demande, mais on en reparle avec vous. C'est-à-dire parfois on peut dire, vous êtes sûr que c'est pas plutôt celui-là. Enfin, c'est pas encore complètement figé. Par contre, c'est figé une fois qu'on vous a pris et qu'on a constitué notre promo. Là, il faut que les grands équilibres pour nous soient bloqués. Oui. Non. Non, alors là, c'est un processus maintenant, en plus on a été les premiers un peu à le mettre en œuvre, dit d'orientation, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir une place en M2. Alors comment ça se passe? Vous allez faire 3 choix quand même, parce que j'ai envie de dire, si ça s'équilibrait parfaitement, que tout le monde demandait, on est 30, 30, 30, 30, on dirait banco et on ne regarderait même pas les dossiers, parce que là, c'est parfait. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'évidemment, il peut y avoir 35-40 qu'on demandait en premier choix. Donc, on est obligé, grosso modo, je dirais, on a à peu près entre 80 et 85% des premiers choix qui sont respectés pour le M2 après césure. Après, voilà, s'il y a un peu trop, comment on fait? Là, on passe même plus par MyDauphine, c'est sur MyCourse, où vous postez une petite vidéo qui décrit ce que vous avez fait en césure et qui, du coup, vend un peu, vend votre profil. Vous dites, voilà, moi j'ai fait ça m'a vraiment fait réfléchir, je sais que ce que je veux faire, a priori, c'est plutôt ça, en tout cas en termes de début de carrière, mais voilà, mes points forts, c'est ça. Et donc, du coup, voilà pourquoi je demande en priorité tel parcours. Et donc, nous, on va écouter. Et vraiment, là, on essaie d'être dans une logique plutôt professionnelle. On est moins à regarder les notes. Alors, à la dernière minute, si vraiment il y a un ballottage de profils qui vont bien, et celui qui aura, et qu'il faut quand même encore faire des choix et tout, on dira peut-être, voilà, c'est celui quand même qui a les meilleures notes qui va être pris. Mais on est quand même dans une logique la professionnalisante. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Nous, dans les M2, il nous faut des gens qui soient les bonnes personnes, qui veulent aller, qui sont motivées, parce que vraiment, c'est le parcours qu'elles ont envie de faire. Et réciproquement, vous, il faut que ce soit le parcours qui corresponde à peu près vraiment à vos envies. Mais parfois, vous-même, d'ailleurs, au fond, vous hésitez entre le premier et le deuxième, et c'est kiff-kiff. On vous demanderait de choisir, vous diriez, c'est 50-50, si je suis pris dans le deuxième, ça me va aussi, parce que je l'aime autant. Il y a toujours du plus et du moins dans chaque truc. Donc... Des perspectives internationales, c'est un peu plus BD, je dirais, business development, qu'à la dimension plus internationale. Tous l'ont un peu, parce que, en fait, management du luxe aussi, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui sont des groupes de luxe qui sont franco-français, mais évidemment qui en fait sont déployés dans le monde entier, donc ils font aussi leurs gros projets sont souvent avec une perspective internationale, mais voilà, c'est peut-être un peu plus business development où il y a des dimensions interculturelles, un peu plus fortes. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Ça va, ça vous stresse vos choix, ça va? Vous avez peur de ne pas être pris? Voilà, bétonnez bien. J'espère que ça vous a aidé en fait sur les trucs un peu off, comment bien faire son dossier. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions quand même, un mail, mais bien précis, bien serré sur les questions précises que vous avez, quoi.